Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci aussi de votre fidélité à cette rubrique. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir ce matin le professeur en relations internationales, le député Price Cyprien. Alors, je pèse mes mots en disant professeur parce qu'on va laisser Haïti momentanément pour parler d'une question qui préoccupe au plus haut point certains observateurs avisés. Professeur Cyprien, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, c'est pour nous un plaisir d'être là à Métropole et de participer à cette émission qui est quand même une grande première en Haïti, une émission à grande écoute et que je suis pratiquement chaque matin. Ça nous fait plaisir. Merci de l'honneur. Alors, professeur, j'ai dit qu'on allait laisser Haïti momentanément pour parler d'un sujet qui préoccupe certains observateurs. Et est-ce que vous suivez l'actualité internationale de nos jours en tant que professeur en relations internationales? Vous les suivez? Régulièrement. Vous suivez l'actualité? Régulièrement. Vous avez entendu aussi les propos tenus, les échanges entre Poutine et les dirigeants occidentaux. D'aucuns évoquent même la possibilité d'une troisième ou dernière guerre mondiale. Vous suivez tout ça? Donc la guerre d'Armageddon. Oui, oui. Bon, en somme, mais la question. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, une troisième guerre mondiale? On ne va pas précipiter les choses, mais on peut se dire qu'on est en train de revenir à une période qui a duré pratiquement une cinquantaine d'années, la période de la guerre froide. Parce que de nos jours, avec l'évolution particulièrement de Daesh, de l'État islamique, on voit que le monde unipolaire est en train de prendre un autre sens. Les États-Unis sont pratiquement impliqués dans la lutte contre le terrorisme et on voit que parallèlement, la Russie, avec Bachar el-Assad, on voit que la Syrie, avec el-Assad, reprend un petit peu de place sur la scène internationale avec les exactions qu'il y a depuis 2011 sur les rebelles en Syrie, qui souhaitent le départ de Bachar el-Assad. Et ce qui est intéressant dans la situation, c'est que Vladimir Poutine est en train de prendre position aux côtés de son allié, Bachar el-Assad, pour exterminer, si vous voulez, les rebelles qui occupent depuis 2011 les villes de Homs et de Alep, qui représentent les deux grandes villes de Syrie, après Damas, qui est la capitale. Mais de nos jours, on voit que la tension monte entre Vladimir Poutine et les Américains, particulièrement la France, parce qu'on a eu la semaine dernière la déclaration de François Hollande à l'Union européenne qui était catégorique, qui demande à l'Union et même aux Nations Unies de prendre des sanctions contre la Russie. Mais on sait que la Russie est un pays qui bénéficie du droit de veto au sein de l'appareil des Nations Unies. Donc là, c'est un petit peu difficile de prendre des sanctions contre un tel pays. Mais dire qu'on va partir vers une troisième guerre mondiale, la troisième guerre tant attendue. Vous avez dit tant attendue? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que... D'aucuns estiment que le thème de la troisième guerre mondiale n'est-il pas un argument, par exemple, à usage interne? Disons mieux, un thème politique qui permet à Poutine, par exemple, de battre le rappel des Russes autour de lui. Bon, il faut dire que depuis l'arrivée de Vladimir Poutine à la tête de la Russie, il se comporte comme, je dirais, un cowboy, un belligérant. Et il veut reprendre en main, si vous voulez, la charge que l'Union soviétique avait
à l'époque de la guerre froide. Donc Vladimir veut être le nouveau Gorbatchev. L'aura de la Grande Russie. Et non, il ne veut pas être Gorbatchev, parce que Gorbatchev était un pacifique. Parce qu'il a permis en quelque sorte de pacifier, si vous voulez, le monde. Il a permis la chute du mur de Berlin. À travers la perestroïka. À travers la glasnost. La glasnost et la perestroïka. Oui. Parce que Gorbatchev a voulu pratiquer une politique de transparence et ce qui a conduit, si vous voulez, en 1989, à partir du 20 novembre 1989, à la chute du mur de Berlin et aussi à l'implosion du système soviétique. Donc, vous pensez que l'ère que nous vivons aujourd'hui est effectivement le résultat de cette politique de transparence préconisée par Gorbatchev-Glasnost? Bon, ça a permis, si vous voulez, de mettre fin à la guerre froide et de pacifier le monde. Mais là, après quelques années, donc on peut dire qu'au début du XXIe siècle, on a remarqué un repositionnement de la Russie sur la scène internationale. Mais quelle valeur la Russie, en fait, l'armée russe par exemple, quelle valeur elle conserve aujourd'hui, vu ses récents déboires en Ukraine et en Géorgie par exemple? Bon, je pense que l'armée russe, il faut dire que la Russie a gardé, si vous voulez, les têtes nucléaires que l'Union soviétique possédait. Bon, tout a été rapatrié en Russie. Mais ancienne, mais quand même ancienne. Ancienne Union soviétique. Non, ancienne tête nucléaire. Oui. Ce pas des choses qui sont modernes quand même. Ils ont quand même perfectionné cet armement. Ah ouais? Parce que n'oubliez pas que la Russie reste la seule héritière de l'Union, qui a rapatrié tout ce que l'Union avait comme force militaire, et force navale et aérienne. Et aujourd'hui, on peut dire que Poutine se sent très confortable pour agir et éviter qui est ce monde unipolaire qu'on a depuis tantôt 2 à 3 décennies. Oui, mais est-ce que ça nous permet, par exemple, de conclure que la Russie serait encore une puissance nucléaire crédible? Une puissance nucléaire, oui. Crédible. Regardez, Poutine est en train de se positionner, que ce soit dans le Proche-Orient ou dans le Moyen-Orient. Donc c'est quand même une puissance nucléaire parmi les autres. Les relations commerciales, par exemple, entre la Russie et ses potentiels adversaires, sont-elles affectées par l'escalade verbale, les fournitures de gaz naturel vers l'Europe, par exemple? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais on avait remarqué l'an dernier, avec la crise en Ukraine et l'annexion de la Crimée, le problème de la vente de gaz naturel et de la Russie vers l'Europe était posé et pendant longtemps, mais il y a eu des arrangements entre l'Union et la Russie, entre l'Union européenne et la Russie. Quelle est la réaction des puissances occidentales? À votre avis, est-ce que ces puissances apprennent au sérieux la Russie? Oh oui, très au sérieux. Très au sérieux, parce que n'oubliez pas que la force nucléaire est limitée à travers le monde. C'est vrai que de nos jours, on veut plus utiliser le nucléaire à des fins civiles et pour électrifier les grandes métropoles, mais la menace nucléaire reste constante. Regardez ces derniers temps les essais effectués par la Corée du Nord qui inquiètent, si vous voulez, le monde international, particulièrement les 5 grands. Qui sont, plus précisément les États-Unis, parce que les provocations de la Corée du Nord vont directement vers les États-Unis. Les essais nucléaires qu'ils font là, de temps à autre, je pense que ces derniers temps, il y a eu près de 5 essais faits par la Corée du Nord, c'est considéré comme une sorte de provocation vers les États-Unis. Peut-on envisager la constitution à terme d'un bloc d'États mécontents autour de la Russie? Contre ou autour? C'est comme vous voulez. Parce que normalement, la Russie va faire recette. La Russie peut compter par exemple sur la Chine? Pas précisément. Pas précisément parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Parce que n'oubliez pas que de nos jours, la Chine est en train de prendre de l'expansion. Non seulement c'est une puissance politique, c'est aussi une puissance économique. Qui est en train d'avancer même sur les États-Unis à plusieurs coudées. Vous savez qu'au niveau de la dette américaine, il y a une bonne partie de cette dette que les États-Unis doivent à la Chine. Donc la Chine
pèse très lourd, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan économique, et ceci à travers le monde. Il y a des marchés vraiment juteux que la Chine est en train de prendre, particulièrement dans les pays africains. Donc on voit l'expansion de la Chine, et c'est pour ça que de nos jours on parle même du péril jaune. Est-ce que la fin du XXIe siècle ne sera pas pratiquement asiatique ou chinoise? Quelle alternative économique, à votre avis, la Russie propose-t-elle au monde capitaliste et libéral aujourd'hui, en 2016? Bon, est-ce que la Russie peut proposer au monde capitaliste une alternative? Je ne pense pas, parce que n'oubliez pas que Marx l'avait si bien dit que le communisme, qui représente le stade suprême du capitalisme, donc le temps nous a donné raison, et en ce sens, parce qu'on a vu une sorte d'aliment. On est parti d'un socialisme pur et dur au niveau de l'Union, à l'implosion de l'Union. Maintenant, on voit que le monde unipolaire s'aligne sur le capitalisme, et même la Russie. Donc là, on peut dire que Poutine est en train de frapper du poing sur la table pour voir comment conserver une certaine hégémonie de la Russie dans la politique internationale. Nous parlons maintenant de l'international, nous parlons du socialisme. L'avenir de quelques rares pays socialistes aujourd'hui, à votre avis? À mon avis, il y a eu ces derniers temps... Prenons le cas de Cuba, un grand de près de nom. Ah ben c'est ça. C'est ça, c'est le processus qui a commencé depuis 1989, qui est en train d'aboutir de nos jours. Parce que qui dirait que Cuba serait en bon terme un jour avec les Américains? Bon, il faut dire que depuis 1973, Fidel Castro avait quand même prévu ça. On ne sait pas s'il était le nouveau Nostradamus du XXe siècle, quand il disait que les relations vont reprendre entre les États-Unis et Cuba, quand il y aura un pape latino et aussi un noir président des États-Unis. Oui, c'était comme une prophétie. Oui, mais est-ce que vous pensez que... Enfin, est-ce que c'était pas normal? Parce que quand même, ça ne pouvait pas continuer indéfiniment. Mais on voit que ça va, ces derniers temps, avec la politique d'Obama, avec une certaine rapidité. Et je pense que d'ici 5 à 10 ans, Cuba sera complètement... l'île sera ouverte à la politique capitaliste, je le pense. Mais ce ne sera pas pour autant un pays capitaliste? Il va y avoir des transformations, beaucoup de transformations, parce qu'il faut voir aussi, même au niveau des États dits socialistes, il y a une certaine ouverture vers le capitalisme, parce que si on prend un État comme la France, un État comme la France qui a toujours été un État capitaliste, mais plus à tendance socialiste. Tendance socialiste, parce que si on prend l'époque mitterrandienne, François Mitterrand a tout fait pour présenter un socialisme à visage humain. C'est pour ça qu'on dit que la France... Il voulait humaniser son socialisme. Voilà. Et en humanisant son socialisme, on voit qu'il y a quand même... On conserve certains aspects du capitalisme. Mais est-ce que ce n'était pas une erreur? Est-ce que ce n'était pas une erreur? Pas vraiment, parce que si l'on tient compte de la direction que prennent certains systèmes politiques et idéologiques aujourd'hui. Il y a une certaine transformation idéologique ces derniers temps. Et on voit que l'étanchéité qui existait dans le temps entre le capitalisme et les autres systèmes est en train de disparaître. Donc il y a certains mouvements, et par exemple avec l'évolution des crimes du terrorisme, par exemple, avec l'évolution du terrorisme, on voit que les pays s'accordent pour voir les choses autrement. On a d'autres préoccupations. Parce que on est face à une sorte de guerre asymétrique. L'ennemi est avec nous, l'ennemi vit avec nous, on ne le connaît pas. Par exemple, si vous voyez les kamikazes de l'État islamique, ils sont avec nous.
ils représentent, ils vivent avec nous comme des gens ordinaires. Mais c'est quand ils vont exploser les bombes à l'aéroport ou dans des milieux où il y a beaucoup de gens, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y avait un ennemi avec nous. Oui, ça, on a compte qu'il était avec nous. Voilà, voilà. Yeah. Donc, la sécurité mondiale devient de plus en plus compliquée. Il y a beaucoup de choses à faire, ce qui explique que de nos jours, et la grande coalition qu'on a actuellement en Irak, qui est en train de bombarder l'armée de Daesh pour reprendre, si vous voulez, la deuxième ville d'Irak, Mossoul. Et là, actuellement, il y a des combats intenses qui sont en train de se faire pour voir comment on peut éradiquer l'État islamique, comment on peut éradiquer l'armée du Daesh et rendre le monde plus vivable à travers cette nouvelle politique. Mais il faut dire que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et aussi, il va y avoir de graves problèmes parce que, comme je vous ai dit, l'ennemi, maintenant, vit avec nous. Il est avec nous. Les gens, si vous voulez, la mentalité des gens de l'État islamique et des terroristes, c'est croire que dans le ciel, ils peuvent avoir une autre vie. Donc, ils ne sont pas en train de travailler pour quelque chose terrestre. Donc, Inch'Allah, on éclate des bombes, on tue les gens, on se fait martyr. Mission accomplie. Mission accomplie, c'est fini. Donc, il est difficile de nos jours pour les politologues de saisir cette problématique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études qu'on est en train de faire actuellement sur le Daesh pour voir comment permettre aux États actuellement d'assurer leur sécurité. Risque zéro pour une troisième guerre mondiale, à vous entendre parler. Je ne dis pas qu'il y a un risque zéro, mais la troisième guerre mondiale n'est pas pour aujourd'hui. On va observer la pause, professeur, et au retour, on parlera d'Haïti. Par exemple, je rappelle que vous êtes député. Pourquoi ne pas tenir compte de notre réalité également? Très important. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Professeur en relations internationales, député du peuple, le professeur Price Cyprien est notre invité. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Le député Price Cyprien est notre invité ce matin. Une réaction à l'évasion qui est faite samedi dernier en tant que président commission justice et sécurité? Oui, et justice, droits humains et sécurité publique à la Chambre basse. Bon, réaction, bon, je pense que il y a une certaine légèreté dans la question de la sécurité au niveau des centres carcéraux. Pourquoi je dis légèreté? Légèreté ou bien négligence? Négligence et légèreté à la fois, parce que à un certain moment, j'étais membre du cabinet du ministre de la Justice et j'intervenais en tant que spécialiste en droit pénal. Donc j'intervenais dans le cadre de la détention préventive, dans le cadre de l'administration pénitentiaire. Donc il y a un pile de recommandations que nous avons fait dans le niveau ministère là pour sécuriser, si vous voulez, le système carcéral haïtien. Mais malheureusement, à chaque gouvernement, à chaque étape, on doit recommencer en Haïti, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de suivi dans le travail qu'on avait proposé au ministre de la Justice de l'époque. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on a eu des évasions au pénitencier, à répétition. On a eu Croix-des-Bouquets il n'y a pas longtemps, alors que Croix-des-Bouquets est une prison récemment construite par les Canadiens, donc c'est-à-dire une prison moderne. Donc on ne devrait pas avoir ces genres de choses au niveau de la Croix-des-Bouquets. Et maintenant, en Cayenne. Donc, le dispositif de sécurité au niveau des prisons n'est pas adéquat, à savoir s'il y a même un dispositif de sécurité. Moi, ce que je propose en ce sens, parce que là, on est en train de travailler sur le plan de développement de la police 2017-2022. Là,
le haut commandement de la police m'avait invité en tant que président de la commission de justice à discuter sur ce plan de développement avec eux. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a des recommandations à faire et je vais faire des recommandations pour voir comment résorber ce problème dans un premier temps et pratiquer une politique de prévention. Parce que d'après ce qui a été dit, apparemment, il y a des prisonniers qui avaient alerté le responsable de la prison qu'il y avait quelque chose qu'on est en train de mijoter, que d'autres prisonniers sont en train de mijoter pour réaliser cette évasion. Donc, cas grave, faut autorité, faut ministère de justice là, faut ministre de justice là, prend responsabilité dans ce sens, faut chef de la police là, prend responsabilité pour être capable d'avancer s'il y a bien un nouveau plan de sécurité au niveau des prisons, parce que d'après ce qu'on a dit, il y a des bandits dangereux qui sont sortis de la prison parmi les 100 et quelques individus qui se sont évadés. Au craint d'une remontée de l'insécurité et des actes de criminalité? Bon, c'est pas seulement... Nous ne pas craindre ça seulement. L'insécurité est avec nous, l'insécurité est présente. Donc, ces gens-là qui sont dehors vont encore semer le deuil et la pagaille dans les familles haïtiennes. Donc là, c'est ça que fait, il faut un plan de vigilance. Très rapidement, je pense que le CSPN doit se réunir et voir comment colmater ceci et adopter une politique de prévention pour les autres prisons ou bien autour de ces grands centres carcéraux. Donc ça, c'est important, il faut que ça fasse pressé. 20 novembre, c'est date que retenue pour l'élection est fait. Et aurait une objection à date ça? En principe, l'élection aurait été seule voie royale, seule voie démocratique pour nous espérer un changement dans le pays. Moi, je pense que l'élection a été faite déjà. Bon, maintenant, est-ce que les autorités électorales sont prêtes pour les élections? Est-ce qu'elles sont en train de mettre les balises afin de pouvoir réaliser des élections libres, honnêtes et démocratiques? C'est là toute la question. Et je pense que normalement, nous avons une date butoir devant nous, nous avons un impératif, il faut que le pays rentre dans l'ordre constitutionnel. Il faut que, inévitablement, le 7 février, nous avons un président élu dans le palais national. Moi, il y a des partis politiques qui commençaient à hausser le ton, qui même menaçaient pour désolidariser le président Prévert au cas où 7 février n'a pas à respecter, alors que ce n'est pas le président Prévert qui a date là, c'est CEPA qui publie le calendrier. Bon, moi je pense que des fois, il y a des fuites en avant, il y a des manœuvres politiques que les politiciens ont fait. Bon, je vous dis, question pas moi, c'est pas une question de président Prévert. C'est une question d'élection. Il y a des autorités qui placées pour réaliser l'élection. Il faut que prendre responsabilité. Il faut Léopold Bélanger prendre responsabilité pour réaliser l'élection en notre pays. Il faut la police prendre responsabilité pour sécuriser l'élection. Question chaque instant, Tineg fait petit coup de pale non bicyclette tirer les présidents en bicyclette tirer les politiques. Ça, je pense qu'il faut nous finir avec méthode ça. Il faut que monsieur prenne responsabilité pour l'élection en fait. Et ceci sécuriser la population pendant la journée électorale là, éviter les fraudes et puis peut-être la nation a gagné en reconnaissance pour mon KEPO si on arrive à faire élection. Même parce que l'impératif, père face et néfaste, il faut que l'élection en fait le 20 novembre là, et il faut qu'il y ait un président élu et le 7 février dans le palais national. Le seul problème que j'ai, c'est question deuxième tour que on prévoit pour 29 janvier. Donc ça, je pense que les mal pensé. Et si KEP a un bagage de tête qui fait mettre deuxième tour le 29 janvier, que rectifier tout de suite parce que la population ne prend pas ça dans la main. Nous-mêmes, en Parlement, nous ne prenons pas ça dans la main. Nous avons moyen pour ça? Bon, et pas oublier que... Là, je parle de CEPA.
Je parle de CEPA, est-ce que nous avons moyen, parce que vous dites nous pas prendre ça, qui ça le Parlement a fait? Non, mais nous sommes pouvoir de contrôle. Le Parlement son pouvoir de contrôle et nous avons des résolutions que nous prenons. C'est vrai que qu'on y a la Chambre des députés en vacances, mais les commissions sont permanentes. Il y a des gens qui disent que nous avons tourner même. C'est souhait. C'est souhait pour nous pas tourner, mais nous-mêmes, en tant que dépositaire de la souveraineté nationale, on pouvoir en dans le pays, notre bataille pour nous exister, notre bataille pour nous rester là. Pas question pour nous tourner, non, pour nous rester là, faut que nous là. Et Thomaso pas gagné rien? Mathieu pas fait rien? Mathieu frappé nous. Il frappé nous. Il y a eu 2 morts à Thomaso, mais en pile tête de bétail que de l'eau a porté aller. Pas oublier que il y a un phénomène de montée des eaux au niveau du lac Azuay. Et les temps sont maintenant dans la zone Thomasoa. Donc, l'appui emmené en pile bétail mon aller, en pile jardin écrasé. Mais pas de gain, ça nous dit, ouais, dans le sud et dans la grandance, côté toute tête caillou aller, à peine, nous qu'a dit une vingtaine ou une trentaine de maisonnettes ont été affectées au niveau de Thomas. Et jusque-là, qui ont réagi, qui évaluation fait, qui ont considéré façon que aide là pour la jeune victime? Bon. Alors, je parle pour globalement. Yeah. Bon, Thomaso n'a pas été trop affecté, mais affecté quand même. Parce que regardez où est un paysan et banque pâle, c'est combien de têtes bœuf il gagne, combien de têtes cabrit il gagne, combien de têtes cochon il gagne, et puis pour l'eau de l'eau à côté tout aller, ça c'est son bagage. Parce qu'il faut y remédier, il y a un travail qui vous fait dans ce sens-là. Il faut que l'État prévoit aide pour moun sa yo. Et dans le sud et dans la grandance, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est pourquoi je fais participer dans l'Assemblée paritaire ACPUE. Au moment même de l'Assemblée, les députés européens, africains, et caribéens et pacifiques et du Pacifique, on a décidé de prendre une résolution pour pouvoir aider Haïti durablement. C'est-à-dire, ce n'est pas la question d'envoyer de la nourriture, d'envoyer des médicaments. Donc, on a constaté qu'il existe un problème crucial en Haïti. C'est que les catastrophes naturelles frappent le pays assez souvent et on n'arrive pas à résister à ces genres de catastrophes. On a discuté sur le séisme du 12 janvier 2010 qui a quand même emporté des maisons qui étaient construites en béton armé. Donc, on a vu avec l'ouragan Mathieu, les structures légères des maisons construites en tôle ont été emportées. Donc, on a pu voir que le système d'habitat qu'on a en Haïti est inadapté. Parce que quand on prend le cas du Japon, où les typhons passent à longueur de l'année, le Japon reste debout. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de réfléchir sur une résolution à prendre sur Haïti afin de pouvoir venir en aide à Haïti de manière durable et particulièrement sur la question de l'habitat, voir comment envoyer des experts et présenter, si vous voulez, à l'État haïtien un système d'habitat adapté, non seulement au tremblement de terre, parasismique, et aussi pour les pourquoi cela doit venir de l'extérieur, alors que ce n'est pas l'autorité locale ou haïtienne, ce n'est pas nous-mêmes qui avons pensé à un plan d'urbanisation, un plan sur l'habitat, député? En principe, oui. Est-ce que c'est comme la nature a horreur du vide, donc comme pas gagner, donc vous pensez que... Non, gagner. Nous pensons qu'en Haïti, nous avons pile belle loi, bel plan, belle toute bagaille. Mais le problème, c'est que l'État n'est pas organisé. L'État ne prend pas ses responsabilités. Il y a des lois sur... Et comment on relève ça? Il y a des lois sur... On l'État qui ne va pas responsabilité. On l'État est irresponsable. C'est ça qu'on dit que nous faisons partie des États en faillite. Mais, député, si nous pratiquons sérieux et honnête, est-ce que si l'État pas de gens là, alors on précise clairement pour tout le monde qui suit nous, on a parlé de l'État, nous va parler de gouvernement. Oui. Nous va parler de gouvernement. Mais si l'État est sérieux, vous pensez que tout le monde qui mourit le 12 janvier?
après 12 janvier, Dieu seul sait dans qui état Caillou reconstruit. Si l'État, c'est vrai que nous comprenons que ville côtière, il y a qui fait bol en mer, en fait, on a dit que Patadou est là, mais on ville, c'est la théorie, mais paquet de dégâts qui fait, peut-être, on est capable de faire si on a tenu compte de construction. Mais c'est ça. C'est problème habitat, problème construction, par exemple. Mais qui j'en a résoudre par exemple, qui j'en député à construire, aider renforcer l'institution, l'État. Pour construire une maison, on doit avoir l'autorisation de construire de la mairie. C'est ça qu'il faut comprendre. Les lois existent. Il y a des zones qui sont, selon le plan d'occupation de sol, il y a des zones qui sont des zones qui devraient être des zones réservées à l'agriculture. Il y a des zones dans lesquelles on devrait avoir des constructions réservées à la construction. Oui, mais pas en Haïti, non. On va parler en Haïti. On va parler dans l'autre pays. Les lois existent. Oui, dans l'autre pays, il me dit... Est-ce qu'on connaît que il y a une loi en Haïti qui dit chaque année, il faut faire ça, le ravalement des façades des maisons pour peinturer les cailloux, pour nettoyer les cailloux chaque année? Mais elle a fait longtemps. Elle a fait longtemps. Oui. Donc il y a une déchéance de l'État. Donc on pense que ça pour nous faire journée aujourd'hui, son prise de conscience qui a mené nous vers une certaine régulation. Est-ce que le député a Patatou profité de l'occasion ça pour annoncer des mesures pour repenser notre démocratie? Mais il faut. C'est nécessaire. Parce que c'est nécessaire. Référence au saut de fait là. Je me souviens à une époque, les périodes fêtes pour arriver, par exemple, tout le monde décompte peinture devant la caille. Normal. On se dit là. Mais au songe depuis que là, ça va faire encore? Ça fait un bail. Depuis je pourrais dire, l'émergence de la démocratie, depuis 1986, où il y a une déchéance vertigineuse que l'État a subie, toute valeur que nous avons gagnée disparaît. Et je ne dis et devant pas tourner des cailles. On est d'accord tout que chaque monde fait ça. On est d'accord tout que ça c'est pas étranger qui fait ça. Loin de là. Donc loin de là. Si un étranger a venu là-dedans, c'est nous qui invitons le venir là-dedans. Nous invitons le venir là-dedans parce que est-ce que ça dérange? C'est là toute la question. Quand ils vont venir là-dedans. Maintenant, l'étranger a toujours fait une invitation. Maintenant, qui s'en a fait pour nous résoudre ça? Qui s'en a fait? Et oui, est-ce que nous allons résoudre ou bien est-ce que du jour au lendemain nous sommes capables de dire que nous avons l'État qui pas en faillite, côté institution forte, côté effectivement capable de commencer à respecter la loi, revivifier ou bien réanimer les lois mourantes ou dormantes, et puis pour permettre que nous avons l'autre pays député. Est-ce que c'est possible? Il est possible, mais tout ceci doit passer par une sorte de prise de conscience. Il faut nous prendre conscience que l'État nous est pas bon. Je ne dis pas, il faut que nous avancions, il faut faire autre chose. Par exemple, si on prend un niveau commission que je vais diriger, et non seulement maintenant, je suis en train de voir au niveau de la Chambre si on peut faire entrer Haïti sur la carte internationale de la diplomatie parlementaire, parce que ma bataille fortement pour ça, pour nous qui gens et dans des connexions avec l'autre parlement à travers le monde, qui ça est capable d'aider nous faire. Aider nous dans l'amélioration, ça n'a pas fait travail, n'a pas fait dans le niveau parlement, mais encore, je pense que je ne dis là, nous-mêmes, ça nous toute institution qui branle en Haïti, nous avons regardé qui gens pour nous renforcer. Par exemple, nous travaillons sur le système de sécurité en Haïti. Ministre de la Justice qui est transféré le nouveau code pénal avec environ 1 millier d'articles pour réprimer toutes les formes de criminalité qui existent à travers le pays, pour nous mettre au diapason avec le système mondial là. Il y a un pile bagage qu'on a fait. Par exemple, si on prend un problème dans l'hôpital général, question problème morgue là, ok, ça nous fait. L'Institut médico-légal qui n'a pas gagné loi organique, nous travaillons sur ça pour nous, d'ici à la prochaine session parlementaire, si nous avons d'autres pays dont la législation sur ça. Et je pense que très prochainement, on doit avoir, tu dois nous inviter à le point sur ça pour nous parler en long et en large sur l'Institut ça, qui est très important dans le pays. Il y a un pile de travail qu'on a fait au niveau des commissions, comme si nous avions un coordonnateur des commissions pour inciter les gens pour changement capable de venir de par nous-mêmes dans le Parlement. Vous avez conscience que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça. Et que la caillou tout en bas au niveau du Parlement, l'image n'est pas toujours très belle. Et, tu as raison, mais nous commençons qui gens n'a redoré blason nous, qui gens n'a fait
opinion publique, l'opinion ça a gagné sous le Parlement, n'a inversé bagayo et remontré que un Parlement était en structure de contrôle et que un Parlement pas fait pour le confondre avec un gouvernement. Donc, on a fait un pile effort. Vous pensez que c'est possible, député? C'est possible. Il y a un pile effort à faire dans ce sens. Et... Oui, mais parce qu'on ne peut pas mener pour compte. Ah ben c'est ça. Nous sommes voix très écoutées dans la Chambre. Donc, on travaille avec tous les députés de bonne volonté qui souhaitaient que le changement soit fait. De temps à autre, nous montrer... Est-ce qu'il y a un pile qui va au même genre avec vous? Je pense que par la force des choses, on n'a pas obligé et inverser situation, montrer qu'un député est un député fait pour le travail en tant qu'un pouvoir pour les contrôler le gouvernement, pour essayer d'éviter la confusion entre le Parlement et le gouvernement. Alors, député, bien que son autre aspect dans l'émission matin, mais là, est-ce que il y a un pile député qui est d'accord pour ne pas entrer dans la négociation pour désigner ministre, pour désigner premier ministre, pour bailler Tifon job, etc. Est-ce que y a un pile député qui a bien le courage pour faire ça? Je pense que nous obligés de suivre les lignes tracées, si vous voulez, par la Constitution. Oui, mais nous obligés. Donc ça, c'est pas... Non, mais c'est seul pote de salut nous gagne. C'est de nouvelles directives, de nouvelles décisions. C'est seul pote de salut nous gagne. Tant que le Parlement a converti en Parlement au service d'un gouvernement, ça ne va pas bien marcher. Parce que journée aujourd'hui, nous commençons à gagner des têtes qui levaient dans le Parlement pour dire que faut que ça change. Je pense que si au début du gouvernement privé à Jean-Charles, si tout député était conscient que le Parlement c'est un pouvoir lié à part entière et que des combines pas de rentrer là-dedans, parce que journée aujourd'hui, nous avons commencé à amorcer et voir pour recamper le Parlement, pour recamper l'image. Vous pensez qu'il y a un pile député, professeur, qui est capable de décider de voyer 950 000 euros retourner au Trésor public que le recevoir? Bon, et questions ça sont questions qui nécessitent un pile débat. Premièrement, qui intérêt député a gagné pour le recevoir comme là? OK? Pour qui ça va te le bali tout? Non, il est capable de voir le bali pas recevoir. Parce que des fois, il y a une série de gens qui ont créé des scandales autour de eux pour être capable de sortir dans le bagage. Pour qui ça ne va pas de voir 950 000 gouttes de tout député? Donc, c'est-à-dire que son groupe de députés qui te recevoir comme ça? On a su, au courant de bagage ça, c'est le entendez dans la radio, collègue député a parlé de bagage comme ça. Il n'a pas touché tout le monde. Non, mais monsieur dit que... Il n'a pas touché tout le monde avec ça. Monsieur voyait comme la tournée parce qu'il dit que il n'a pas demandé comme là. Parce que ça arrive, au monde qui a observé, il dit que si il y a 92 députés, si vous voyez 950 000 gouttes chaque député, ça fait... Oui, qui ça fait? Qui va les pertes ça fait pour la nation? Ça fait une fortune quand même. Mais ou pas jamais explication sur qui base, vous voyez comme ça par les députés? Bon, entre-temps, le député a parlé à moi, j'étais un petit genre en déplacement, j'ai réglé les bagages sur la diplomatie parlementaire. Donc, pas trop imbu de ça, le dire. Même moi, que c'est vraiment dérangeant au sein d'un parlement, un groupe on doit recevoir comme en dehors de salaire et privilèges que un député gagne. Je pense que ça, c'est très regrettable qu'il y ait de ces genres d'activités et nous-mêmes, dans le Parlement, nous avons même doué saisi commission anticorruption et éthique de la Chambre des députés sur la question. Bon, je ne sais pas quoi ça a été fait, mais ça a vraiment exaspéré et certains députés, donc là, particulièrement moi-même, étaient choqués, l'homme tendant barré comme ça. Parce que là, nous devons retenir que ce n'est pas tout le monde qui est jeune comme là, c'est un petit groupe qui est jeune. Là, je pense que c'est député capable de répondre là, dit même à qui groupe qui était jeune comme ça. Député Cyprien, merci infiniment. Je suis content de la possibilité de parler avec vous matin. Et Jean-Saud dit tout à l'heure, je pense qu'il faut parler plus souvent. C'est ça. Et il faut remarquer tout que moi, j'ai plus mis accent sur professeur. Oui. Au lieu de politicien, au lieu de député. Il y a raison pour ça. OK. Et moi, bien content. Éclairage qu'on peut pour nous sur la situation la Russie.
Et puis, merci pour l'autre commentaire, l'autre réaction qu'on bat nous à d'autres sujets d'actualité, tels que aide là, aide job distribué, mais on pas dit rien sous présence dominicain, soldats dominicains eux-mêmes. Bon, et en tant que... Parce que je ne vais pas te poser question sur ça. Pas te poser question, mais en tant que Dessaliniens, on connaît que nous ne sommes pas d'accord. Bon, je pense que c'est un impair grave sur le plan international. Mais est-ce que ça dérange C'est là toute la question. Mais il y a des gens pour qui ça dérange. Moi, ça me dérange énormément avec tout groupe qui avait. Ça nous dérange parce que c'est un accro au droit international. L'on prend l'armée de l'autre côté ou entrer sans autorisation, même si c'est de manière amicale. Premièrement, c'est un accro au droit international. Deuxièmement, vu le passé historique, le contentieux historique qu'on a avec la République dominicaine, il n'est pas préférable qu'on parle de contentieux habitaux. Parce que c'est justement le sens de la question, est-ce que ça dérange? Voilà. Changer. Oui. Okay. Bon, moi, je Bruxelles, m'attendais, est-ce que ça dérange là? Mais vu contentieux historique, situation de friction qui existait entre Haïti et la République dominicaine sur plusieurs points, je pensais que le moment n'était pas venu pour... C'est vrai que nous pas refuser aide aux nations sœurs à porter banou, mais j'en ai fait là le babon. Mais un citoyen qui dit que pour que ça ne pas réagir en 2010, les aides étaient venues même genre, tout, avec des soldats. En 2010? Oui. Je ne pas penser qu'elle était venu même genre. Parce que là, regardez, on flotte. On flotte machine qui a entré. Un politicien qui dit ça là hier. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut que bon série de politiciens en Haïti, il faut ramasser cette figure parce que pays pas qu'à et tout le temps à descendre dans le niveau ça. Moi, c'est que ce sont des hommes et des hommes politiques qui font un pays, qui font le caractère d'un pays. Je pense que si nous pas de Dessalines, si nous pas de Christophe, si nous pas de Toussaint Louverture, si nous pas de Pétion, nous pas de pays ça. J'ai suivi avec beaucoup d'attention un ancien discours de Hugo Chavez sur Haïti, où ça renforce le discours de Fidel Castro qui, avec le débarquement en 1994, disait dans un pays où il y a beaucoup d'hommes sans honneur, certains portent l'honneur de beaucoup. Je pense que c'est ça, ces situations ça que nous vivons en Haïti et que nous-mêmes, dans la classe politique parallèle, il faut essayer au maximum, si face à des hommes sans honneur, côté nous capables de porter honneur paysan, honneur de un pays le monde. Merci, député. Vous êtes dans le funérail matin, pas vrai? On était passé dans le funérail là. On était passé dans le funérail là et c'est ça qui était causé léger retard, ça que nous. Alors, on dit que c'est maman président Martelly qui funérailles a fait matin. La primature voyait une note pour présenter sympathie à l'ancien président Michel Joseph Martelly, de même que le candidat à la présidence, Jovenel Moïse, les mêmes tours, lui présenter sympathie à la famille Martelly à l'occasion du départ de la mère de l'ancien président. Député, merci encore une fois. C'est un plaisir pour nous te gagner au matin. Moi-même tout, et rassurer Wendell autant de fois que n'a souhaité que me là avec nous sur Métropole Mapla. On a fait le devoir pour me venir. Le professeur Prince Cyprien avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Merci de l'accueil, merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.